Et si, contre toute attente, les sanctions devenaient le pire ennemi de l'Europe et le meilleur allié de la Russie? L'Union européenne vient d'annoncer le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Oui, le 20e. Présenté comme le plus sévère jamais adopté, il devait frapper Moscou en plein cœur. Mais une fois de plus, la réaction russe a été rapide, presque mécanique. Adaptation immédiate, contournement des restrictions, aucun effondrement spectaculaire à l'horizon. Du côté de Bruxelles, c'est toujours la même rengaine. Chaque mesure est annoncée comme décisive. Chaque nouvelle idée ressemble étrangement à la précédente. Pourtant, la Russie encaisse, pivote et trouve même dans la contrainte un moteur d'innovation. Plus d'autonomie industrielle, de nouveaux partenaires, des circuits de commerce redessinés et une économie qui, loin de plier, trouve des relais de croissance inattendus. En Europe, en revanche, le doute s'installe. Même parmi les analystes qui, autrefois, défendaient bec et ongles cette stratégie. Les mauvaises surprises s'enchaînent. Hausse des prix énergétiques, chaînes d'approvisionnement fragilisées, industrie fragilisée, pouvoir d'achat en chute libre. L'Europe, en cherchant à étouffer la Russie, s'est piégée dans une spirale de perte de compétitivité et de crise économique durable. Un célèbre aphorisme d'Einstein résonne aujourd'hui avec une ironie mordante. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Après 4 années de sanctions répétées, n'est-ce pas exactement ce que fait l'Union européenne? Ce nouveau paquet ne menace plus seulement Moscou, il sème la discorde sur notre propre continent. La récession guette, la vie devient plus chère, nos entreprises peinent à survivre face à la concurrence mondiale. Jusqu'où ira-t-on avant d'ouvrir les yeux sur la réalité de cette stratégie? Plongeons maintenant dans le détail de ce 20e paquet pour comprendre ce qu'il contient vraiment et surtout, qui en paiera le prix. Regardons de près les mesures phares de ce nouveau paquet et découvrons pourquoi elles pourraient bien peser plus lourd sur l'Europe que sur Moscou. Pourquoi le cycle des sanctions est-il devenu un réflexe pavlovien à Bruxelles? Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, l'Union européenne n'a cessé de multiplier les mesures punitives contre la Russie, espérant infléchir le cours de la politique russe. Mais après 10 années de tensions, puis une escalade totale depuis février 2022, force est de constater que la stratégie ne porte pas ses fruits. À chaque crise, un nouveau paquet de sanctions est présenté comme la solution décisive, le geste qui, cette fois, fera plier Moscou. À chaque fois, les responsables européens promettent des résultats spectaculaires, chute du rouble, asphyxie de l'économie russe, pression sur le pouvoir. Pourtant, aucun des paquets précédents, pas même le 19e, n'a atteint ses objectifs. Loin d'affaiblir la Russie, ces mesures n'ont fait que renforcer les mécanismes internes d'adaptation et d'innovation du pays. Au fil du temps, Bruxelles s'est enfermée dans une logique répétitive. Plutôt que d'analyser froidement les effets réels de ces décisions, l'Union européenne préfère s'accrocher à la croyance selon laquelle la prochaine vague d'interdiction sera enfin efficace. Ce déni d'échec pousse même à sacrifier parfois les intérêts stratégiques et économiques de l'Europe elle-même, tout cela au nom d'un objectif qui s'éloigne à mesure que les sanctions s'enchaînent. Le prix de cette obstination? Un affaiblissement progressif de la crédibilité européenne sur la scène mondiale, un gaspillage de temps et d'énergie, et surtout un fossé grandissant entre la réalité des marchés globaux et les décisions prises à Bruxelles. Pendant que la Russie réoriente sa production, diversifie ses partenaires et profite de la hausse des matières premières, l'Europe subit de plein fouet la hausse des prix, la fragilisation de ses industries et la perte d'une partie de son influence internationale. Autrement dit, la stratégie sanctionniste, devenue automatique, semble aujourd'hui davantage frapper l'Europe que son adversaire désigné. Mais de quoi se compose vraiment ce 20e paquet, présenté comme le plus strict de toute l'histoire de la politique européenne vis-à-vis de Moscou? Et pourquoi ces nouvelles mesures risquent-elles, une fois encore, de rater leur cible? Décortiquons dès maintenant le contenu précis de ce 20e paquet de sanctions et voyons ensemble pourquoi il échoue à peser sur Moscou. Plus une sanction semble redoutable sur le papier, plus elle devient facile à contourner sur le terrain. C'est le paradoxe frappant du 20e paquet européen, qui prétend asphyxier l'économie russe,
alors qu'il révèle surtout les limites concrètes de la stratégie de Bruxelles. Prenons le cas du pétrole russe. L'Union européenne impose un plafond sur les prix et interdit toute prestation maritime liée à l'exportation du brut. Mais en réalité, la Russie a déjà construit, loin des radars occidentaux, une flotte fantôme de centaines de navires. Ces tankers, immatriculés dans des juridictions opaques et assurés par des sociétés d'Asie ou du Moyen-Orient, ne dépendent plus ni des ports ni des services européens. Résultat, Moscou continue d'écouler son pétrole principalement vers l'Inde, la Chine ou la Turquie, à des prix concurrentiels, sans se soucier des décisions de Bruxelles. L'Europe a bien tenté d'élargir ses filets, en inscrivant au total plus de 640 tankers sur sa liste noire. Mais ces navires opèrent sur les marchés asiatiques, où le poids de l'Europe est tout simplement nul. Impossible d'empêcher leur accès aux raffineries indiennes ou chinoises, où la demande explose et où les sanctions occidentales suscitent plus d'agacement que de respect. Résultat, ces mesures spectaculaires n'ont que peu d'impact sur les flux pétroliers russes, qui assurent toujours des rentrées massives au budget du Kremlin. Autre levier, le secteur bancaire. Bruxelles coupe du système SWIFT une vingtaine de banques régionales russes, espérant ralentir la machine financière du pays et compliquer les paiements internationaux. Mais la Russie, anticipant ce scénario, a développé ses propres outils alternatifs. Le système de paiement MIR, des réseaux logistiques domestiques et une coopération renforcée avec la Chine, l'Inde et même le Moyen-Orient. Là où l'Europe ferme une porte, Moscou en ouvre 3 ailleurs. Pour tenter de freiner l'évasion financière, le paquet 20 s'attaque aussi aux crypto-monnaies, en resserrant les contrôles et les restrictions. Mais là encore, la nature décentralisée des actifs numériques et la prolifération de plateformes non occidentales rendent la traçabilité quasi impossible. Les flux continuent de circuler, simplement en contournant le radar européen. Quant aux interdictions d'importation et d'exportation, elles semblent impressionnantes dans les communiqués, mais leur effet réel se dissipe très vite. La Russie a redirigé l'essentiel de son commerce vers l'Asie, multipliant les échanges avec la Chine, l'Inde ou le Vietnam. Privée de produits européens, elle développe ses propres industries ou trouve des fournisseurs alternatifs. Le marché mondial ne se limite plus à l'Europe, et chaque sanction pousse Moscou à accélérer son autonomie technologique et industrielle. En croyant encore que l'isolement total de la Russie est possible, Bruxelles sous-estime clairement l'ingéniosité de son adversaire. Le risque, c'est une perte d'initiative économique et stratégique pour l'Europe elle-même. Alors que la Russie innove et adapte, le vieux continent s'enferme dans une logique punitive répétitive, sans résultat tangible. Mais alors, qui paie réellement le prix de ces sanctions? Regardons maintenant comment, en voulant affaiblir Moscou, l'Europe a fragilisé sa propre économie. Et si l'arme de la sanction tirait en réalité dans le mauvais sens? Depuis 4 ans, l'Union européenne multiplie les paquets de restrictions économiques, croyant frapper la Russie en plein cœur. Mais la réalité, c'est que ces mesures se sont retournées contre l'Europe elle-même, déclenchant une onde de choc inédite sur tout le continent. Les industries européennes, privées d'accès aux matières premières russes, gaz, pétrole, métaux stratégiques, voient leurs coûts de production s'envoler. Qu'il s'agisse d'acier, d'aluminium ou même d'engrais, tout devient plus rare et surtout bien plus cher. Les entreprises doivent se tourner vers des alternatives souvent importées de pays lointains, moins fiables, avec des prix qui explosent. Cette dépendance accélère une désindustrialisation massive, de plus en plus d'usines ferment, incapables de rester compétitives face à la concurrence mondiale. À cela s'ajoute la perte d'un marché russe immense et dynamique. Avant les sanctions, des milliers d'entreprises européennes exportaient vers la Russie. Machines-outils, voitures, produits de luxe, pièces détachées. Aujourd'hui, ces débouchés sont quasiment fermés, privant l'économie européenne d'un précieux relais de croissance et de rentabilité. La crise énergétique frappe de plein fouet. Le gaz russe, qui chauffait les foyers et alimentait les usines, n'arrive plus. L'électricité devient hors de prix, forçant familles et industries à revoir à la baisse leur consommation. L'inflation galope. Les prix des biens de première nécessité, de l'alimentation à l'énergie, augmentent mois après mois. Le chômage monte,
la précarité se répand et l'instabilité sociale s'installe. Dans plusieurs pays, manifestations et grèves se multiplient, signe d'un malaise profond. Le choix géopolitique de l'Union européenne, en s'acharnant à sanctionner la Russie sans stratégie de sortie, aggrave les fractures internes. Aucun résultat tangible à l'Est, mais un bilan de plus en plus lourd à l'Ouest. L'Europe prend le risque de perdre son avance technologique, de voir son tissu productif s'effondrer et d'affronter une défiance citoyenne qui menace la cohésion du projet européen même. À mesure que la crise s'amplifie, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander « Tout cela, pourquoi ?» Les ambitions politiques valent-elles vraiment l'appauvrissement généralisé ? Mais pendant que l'Union européenne vacille sous le poids de ses propres sanctions, la Russie, elle, semble avoir tiré profit de cette épreuve. Voyons comment Moscou a transformé l'adversité en moteur de croissance et de résilience. Sous pression, la Russie a-t-elle inventé sa nouvelle force ? Face à la succession des sanctions occidentales, Moscou n'a pas plié. Au contraire, elle a transformé la contrainte en opportunité, accélérant une mutation industrielle et stratégique inattendue. Dans l'industrie, la Russie a stimulé la production locale à une échelle jamais vue. Privée de composants importés, elle s'est lancée dans la substitution aux importations, microélectronique, aéronautique, pharmacie, autant de secteurs jadis dépendants de l'Occident qui connaissent aujourd'hui un renouveau. Les entreprises russes, contraintes d'innover, bénéficient de soutien massif de l'État. Résultat, des usines modernisées, de nouveaux brevets et surtout la création de milliers d'emplois, là où l'on prédisait chômage et ruine. Malgré les obstacles, la stabilité économique a été maintenue. Le rouble a résisté, l'inflation est restée contenue et la croissance, bien que modérée, n'a pas disparu. Loin de l'effondrement annoncé, le tissu social tient, les salaires dans l'industrie et la tech augmentent, et les PME accèdent à des marchés autrefois occupés par des géants étrangers. Mais le plus spectaculaire réside dans l'ouverture de nouveaux horizons. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine deviennent des partenaires prioritaires. Le commerce russe se réoriente vers ces régions à grande vitesse. Les sanctions européennes ont ainsi contribué à accélérer la multipolarité du commerce mondial, affaiblissant la centralité du vieux continent tout en renforçant celle de Moscou parmi les économies émergentes. Dans ses discours, Vladimir Poutine martèle la même idée. Loin d'isoler la Russie, les sanctions prouvent sa capacité d'adaptation. Il glorifie la souveraineté technologique, la résilience des ingénieurs, l'esprit d'entreprise. Ce discours, relayé par les médias publics, alimente une fierté nationale autour du Made in Russia et d'une économie affranchie des dépendances stratégiques. Il y a là un paradoxe cinglant. En voulant affaiblir la Russie, l'Occident l'a contrainte à l'autonomie. Ce que Bruxelles présentait comme un piège s'est retourné. Moscou s'émancipe, l'Europe s'enlise. Ignorer ce retournement de situation, c'est sous-estimer un adversaire capable de transformer chaque coup en nouvelle armure. Pour l'Europe, le risque est clair. Croire à l'impuissance de l'autre, c'est courir à sa propre impuissance. Si l'Union continue de répéter les mêmes erreurs, elle pourrait voir son industrie décliner, ses alliances s'éroder et sa voix s'affaiblir dans le concert mondial. Mais alors, que peut faire l'Europe pour éviter de s'enfermer dans une spirale de perte d'influence et d'appauvrissement ? La suite nous éclaire sur les choix cruciaux à faire avant qu'il ne soit trop tard. Et si la véritable issue passait par le courage d'un changement de stratégie ? Après 20 paquets de sanctions, la question n'est plus de savoir si la Russie peut être gênée, mais jusqu'à quand l'Europe peut-elle supporter de s'imposer à elle-même de telles entraves ? Ce qui était pensé comme une arme économique s'est révélé un boomerang. Le pouvoir d'achat, l'emploi, le tissu industriel européen paient aujourd'hui le prix fort d'une politique qui, au nom de principe, sacrifie le concret. Maintenir le statu quo, c'est accepter l'idée que l'Europe continue de subir la crise, l'inflation, la précarisation, pendant que Moscou adapte son économie, diversifie ses partenariats et innove, parfois plus vite que nous. 4 années de sanctions n'ont pas isolé la Russie. Elles l'ont poussée à renforcer ses filières, à gagner en autonomie technologique et à stimuler des secteurs stratégiques. Pendant ce temps, Bruxelles s'obstine, ajoutant restriction sur restriction,
alors que chaque nouvelle mesure semble surtout affaiblir notre compétitivité et accentuer notre dépendance à l'extérieur. Le plus troublant, c'est que persister dans cette voie, par habitude ou par peur d'admettre l'échec, c'est prendre le risque d'un déclin collectif. Refuser d'agir, c'est laisser filer notre influence, notre bien-être, notre avenir industriel. Agir autrement, c'est peut-être reprendre le contrôle, oser inventer de nouvelles réponses, penser l'Europe non plus en forteresse assiégée, mais en acteur lucide et stratégique. À ce stade, chaque citoyen devrait s'interroger. Sommes-nous prêts à défendre l'intérêt européen ou à poursuivre, les yeux fermés, une politique qui nous nuit? Le débat doit s'ouvrir, sans tabou, sur l'efficacité réelle des sanctions et leurs conséquences sur notre vie quotidienne. Car l'histoire montre que la force d'un continent ne se mesure pas à sa capacité à punir, mais à sa volonté de se réinventer.